Bienvenue et merci de votre participation à ce petit webinaire sur les risques et les opportunités. Comme je vous le disais il y a 5 minutes, je m'appelle Stéphane Whistler, je suis le gérant de la société Résilience. Je suis avec Raphaël Vaugelin. Alors, je remplace à pied levé Frédéric Dubois qui malheureusement a eu un empêchement. Raphaël, si tu veux passer sur la diapo Oui. suivante, et puis je vais introduire, et puis je vais te laisser présenter pour te présenter et présenter l'intervention. Alors, qui nous sommes? Pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Donc, on est un cabinet de conseil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des consultants en qualité, en sécurité, en environnement, en amélioration continue, soit à temps partiel, soit à temps plein, sur des missions ou à l'année. Dans toute l'Alsace, on travaille essentiellement sur l'Alsace, et puis après on va faire des audits, des formations, du conseil un petit peu également à l'extérieur de notre petit territoire, mais voilà, on est un acteur plutôt local. Raphaël, c'est à toi, Voilà. je te laisse te présenter et je te laisse commencer. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc moi, je suis Raphaël Veugelin. Je travaille pour Résilience depuis un peu moins d'1 an maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, toujours dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Voilà pour la présentation rapide. Donc le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est de décrypter un, un chapitre en particulier de la norme, c'est celui qui touche aux risques et opportunités, et de voir effectivement toutes les déclinaisons, tous les points qu'on va retrouver, enfin toutes les fois où cette thématique des risques et opportunités est évoquée dans les différentes normes. Donc là, je vous présente rapidement le contenu de cette présentation. Donc on va parler enjeux internes, externes, on va un peu évoquer les parties intéressées, les aspects environnementaux, les dangers, risques et opportunités pour la santé et sécurité au travail, les obligations de conformité, et pour finalement arriver au but final qui est les actions face aux risques et opportunités. Donc c'est ce qu'on vise et ce que la norme vise finalement par rapport à tous ces éléments-là. Donc, pour commencer, on va partir finalement de ce chapitre 6.1 qui nous parle des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc, c'est le même chapitre, la même exigence dans les 3 normes 9001, 14001 et 45001, et qui dit en fait que l'organisme doit déterminer ses risques et opportunités, donc liés à ses aspects environnementaux pour la partie 14001, liés à ses dangers et pour la SST pour la partie 45001, à ses obligations de conformité pour les 3 normes et à ses autres enjeux et exigences identifiées au niveau des enjeux et au niveau des parties intéressées. Et là, encore une fois, c'est pour les 3 normes. Donc, ce que je vous propose là, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de ces différents items et de vous montrer. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà tout ça. L'idée, c'est de vous montrer, ou peut-être de vous faire donner peut-être de nouveaux outils, de nouvelles idées pour travailler sur ces différents sujets-là. Donc sur ce chapitre, toujours sur ce chapitre 6.1, les objectifs, c'est que l'organisme soit en mesure d'atteindre les résultats escomptés de son système de management, prévenir ou réduire les effets indésirables et de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc ici, vous avez le schéma de la norme tel qu'il est, et on est sur le chapitre 6.1 là, qui est vraiment au cœur de la norme. Alors pour commencer, ce qui est important aussi déjà de comprendre, c'est qu'est-ce qu'un risque, qu'est-ce qu'une opportunité? Alors risque, c'est souvent connu, c'est comme l'effet de l'incertitude. Donc c'est un écart positif ou négatif par rapport à une attente. Donc c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer, de progresser. L'opportunité, quant à elle, c'est une circonstance qui survient dans l'environnement et qui permet également une amélioration de la performance. De toute façon, dans les 2 cas, que ça soit risque ou opportunité, l'objectif, c'est de pouvoir progresser et de pouvoir avancer, et faire évoluer notre système. Pour commencer et par rapport aux différents points qu'on va chercher à identifier dans cette notion de risque et opportunité, il y a nos enjeux internes et externes. Donc on est au tout début des chapitres des normes, donc sur le chapitre 4, la partie contexte, avec la détermination des enjeux internes et externes.
à déterminer. Voilà, alors pour ceux, bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est reconnue et qui est utilisée par la plupart d'entre vous. Généralement, pour cette partie-là, pour cette approche risque-opportunité au niveau du contexte, on a tendance à utiliser une matrice SWOT qui nous permet d'identifier les enjeux internes, ici en haut, les enjeux externes en bas, et donc de définir les forces et faiblesses de l'organisme au niveau interne, et au niveau externe, les opportunités d'amélioration et les menaces ou risques provenant de l'externe. Donc dans la démarche et dans la dynamique, le principe là, c'est d'identifier au sein de l'organisation quels sont ces différents enjeux et ensuite de parvenir à les prioriser pour justement mettre en œuvre des actions, encore une fois, face à nos risques et opportunités, ce qui est la finalité, de toute cette exigence-là. J'ai mon écran qui avance plus. Alors déjà, sur ce point-là, est-ce que c'est quelque chose qui est connu de tous? Est-ce que vous avez effectivement, vous utilisez le SWOT pour votre analyse ou pas du tout? Il faut brancher vos micros si vous voulez intervenir. Yes, alors Céline dit yes. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? On a dit oui, ok. Oui, ok, d'accord, c'est connu. Ok, je vois les oui, 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 ok, d'accord, ça marche. Donc ça, c'est une méthodologie euh, connue. Bon, bah, très bien, impeccable. Donc on va pouvoir continuer, Raphaël. C'est bon, en plus ma présentation refonctionne, donc très bien. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce premier travail, donc la SWOT, le but c'est de prioriser, hein. Comme souvent, c'est vrai qu'on va se retrouver avec une liste plus ou moins conséquente de risques et d'opportunités. On ne va pas pouvoir travailler sur tout en même temps. Donc l'importance, c'est de prioriser, d'identifier. Hop, je fais une autorisation au passage. Je vais finir D'identifier. voir The Weeknd en concert. Voilà. D'identifier via une matrice. Alors là j'utilise une matrice gravité-fréquence pour déterminer quels vont être mes risques et mes opportunités que je vais vouloir traiter en priorité. Et au final, je vais traduire ça dans un plan d'action avec l'action à mettre en œuvre, le pilote et le délai. Donc là, je suis déjà au bout de la démarche d'identifier des actions à mettre en œuvre par rapport à mes risques et opportunités. Donc ça, c'est sur ce premier aspect. Alors, quelques exemples. Là, je vous ai donné quelques exemples de risques et opportunités qui sont liés au contexte. Donc, on est vraiment tout en haut du système. On n'est pas encore rentré dans les détails du système. Et on est sur des éléments extérieurs, en fait, au système. Là, dans ce cas-là, on parle d'une augmentation des inondations qui pourrait être à prendre en compte et qui pourrait effectivement inonder des locaux. On pourrait aussi avoir une problématique de ressources pour tenir à jour le système de management de manière efficace en raison de contraintes économiques. Une autre opportunité qui pourrait se présenter, ce serait une nouvelle technologie qui apparaîtrait et qui pourrait être financée par des subventions, par exemple pour améliorer la qualité de l'air. Un autre point, et puis un risque qui, de toute façon, risque potentiellement d'arriver, c'est les pénuries d'eau pendant les périodes de sécheresse qui pourraient avoir et qui pourraient entraîner des difficultés de fonctionnement de certaines installations. Donc voilà un petit peu des risques et opportunités qu'on pourrait identifier au niveau du contexte, et notamment des enjeux externes. Alors, on a une question justement, Raphaël. Oui. Vincent nous demande, dans le cadre de l'ISO 9001, est-ce qu'on se situe au niveau de l'entreprise ou conseillez-vous de faire ça pour chaque processus? Alors, je dirais les deux approches peuvent se faire. Ce qui est généralement, en fait, quand on est au niveau du processus, on a une vision qui va être la vision du processus. Quand au niveau de l'entreprise, on va avoir une vision beaucoup plus large. Notamment tout ce qui va toucher enjeux externes au niveau de l'entreprise, on va être sur un niveau, on va dire, un peu plus élevé, un peu plus macro. Alors j'aurais tendance à dire que les deux sont assez complémentaires et sont intéressantes dans les deux cas. Par contre, je dirais
je dirais peut-être le plus important et le plus essentiel et le plus attendu d'un point de vue exigence normative, c'est que ça soit fait au niveau de l'entreprise. Celui qui est fait au niveau du processus serait plutôt vu comme un bonus, mais permet également de mieux impliquer les pilotes de processus. C'est un très bon outil d'ailleurs de pilotage aussi des processus qui permet de voir quelles sont les difficultés et quels sont les points d'amélioration au sein d'un processus. Alors toi, quand tu vas faire des audits pour l'AFNOR, par exemple, en tant qu'auditeur ICA, tu vas plus aller regarder celles qui concernent l'ensemble de l'entreprise. C'est ce qui va être demandé et dès le départ, en fin de compte, c'est pratiquement l'un des premiers points qu'on va aborder en audit, c'est le contexte. Et donc, c'est avec les dirigeants d'entreprise, la direction qui vont nous présenter le contexte de l'entreprise. Et c'est celui-ci qui nous servira après de guide et de s'assurer que c'est bien pris en compte au niveau de la politique, au niveau des programmes, au niveau des actions qui sont mises en œuvre derrière. Nickel, merci. Me Oui, permettre une question. juste au dernier audit qui a été fait par le TÜV, donc allemand, ils étaient intéressés pour la vision macroscopique, mais ensuite ils m'ont quand même dit qu'est-ce qui se passe dans les processus. Et ils m'ont dit il faudra quand même aussi faire des analyses de risque au niveau processus. Ils ne se sont pas contentés du macroscopique. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ok, ça D'accord. commence à arriver. Très bien. Merci beaucoup, Marc, pour le partage. On a une Oui, question de Nicolas aussi. Oui, je me permets d'intervenir aussi, Nicolas Delmas, Butachimie. Je vais compléter ce que disait M. Ridinger. On a le même cas aussi chez nous, chez Buta. On a une analyse de risque, un SWOT qui est fait au niveau de l'entreprise. Et en audit, il y a une question qui revient systématiquement, c'est la prise en compte des risques et opportunités de l'entreprise au sein des processus. C'est comment les processus influent sur la maîtrise des risques et opportunités de l'entreprise aussi. Et ça revient de manière systématique en audit, que ce soit en audit interne ou en audit externe de recertification. Ça, c'est intéressant. Alors, pardon, excusez-moi, ça s'est mis à sonner. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est votre certificateur C'est du coup? DNV. DNV et tu ok, donc ça arrive, Raphaël, super. Ouais, et donc nous, ce qu'on fait au niveau de Butachimie, on a un SWOT entreprise et on a une analyse de risque et opportunité par processus, où on interroge les pilotes de processus sur leurs risques et opportunités de leur processus et aux interfaces, et également sur la prise en compte des risques et opportunités de l'entreprise. Comment ils peuvent influer là-dessus? Merci Pour bien beaucoup. sûr diminuer la gravité et ou la fréquence du risque. Évidemment. Merci beaucoup, Nicolas. Et vous en prie. on a aussi Caroline qui nous dit que pour elle, c'est pareil. Elle est à l'AFNOR et on commence à lui demander ça aussi. Hein. Ok, super. D'accord. Je pense que c'est j'aurais tendance à dire, c'est pas une exigence stricte. Par contre, c'est sans doute une pratique qui se développe parce que certains l'ont mis en œuvre. Et donc, souvent d'ailleurs, on se rend compte que quand une nouvelle exigence apparaît dans la norme, il y a un temps, parce qu'elle est décrite, mais le temps qu'elle se mette en œuvre, il y a un petit temps de latence. Donc, les premiers se lancent dans quelque chose. Les premiers ont fait des SWOT, et puis ensuite, on a dû basculer à un moment donné vers des SWOT processus. Et finalement, quelque chose qui a pu être identifié et créé à un endroit devient quelque chose qui est un peu général et que toutes les entreprises vont finalement commencer à mettre en œuvre. Ce qui fait aussi que les auditeurs vont peut-être attendre de voir cette pratique-là dans les différentes entreprises. Finalement, ça devient plus une bonne pratique qu'une exigence stricte au niveau de la norme. Ok, ça veut dire qu'on ne prendra pas de non-conformité si on ne l'applique pas. On ne devrait pas. Hein. On ne devrait pas. Après, voilà, tout dépendra de où est-ce que l'auditeur verra le risque à ne pas faire cette évaluation. Et d'un autre côté, ça restera de toute façon une bonne pratique et du bonus. Hein, ça sera toujours intéressant de le faire. Parfait, on peut continuer si tu veux bien. Donc le deuxième point pour lequel on a un travail à mener par rapport à nos risques et opportunités, c'est quand on s'intéresse à nos parties intéressées, justement. Hop, si je retrouve la touche qui me fait défiler. Ah, ça y est, j'ai perdu. Non, je suis toujours en partage. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Donc, voilà, simplement un petit rappel de l'exigence. Hein. L'exigence, c'est d'identifier les parties intéressées pertinentes. Donc là, je vous ai montré un petit schéma avec différentes parties intéressées.
Donc, on part d'une liste un peu exhaustive, on identifie celles qui sont pertinentes. Pour chacune de ces parties intéressées, on va identifier les exigences pertinentes qui peuvent être des risques ou des opportunités. Et enfin, par rapport à ça, on définit des actions à mettre en œuvre. Par exemple, là, je vous ai cité quelques actions qui peuvent être créées par rapport à ces exigences-là. Et des actions que j'ai eu l'occasion de voir ou de mettre en œuvre, c'est de créer une commission locale d'information avec les riverains, par exemple dans le cadre d'une entreprise polluante, bruyante. C'est ce type d'action qui peut être fait pour répondre à une attente en termes d'environnement. Également, des actions, c'est par rapport à des réponses à des obligations de conformité. Donc, si on a des résultats d'analyse à transmettre, donc voilà une exigence d'une partie intéressée, l'ADREAL, la préfecture, ou des résultats des enquêtes clients qui peuvent également être une opportunité justement pour créer de la valeur ajoutée pour nos clients. Ouais. Donc voilà, simplement, je vous présente juste une vue d'une grille en fin de compte que moi j'ai l'habitude d'utiliser pour décrire un petit peu nos parties intéressées. Donc j'ai ma partie intéressée. J'essaie d'évaluer l'impact qu'elle a sur mon organisation. Donc avec un niveau, alors là j'avais une grille qui était de 1 à 5, sachant que 5 c'est le niveau le plus haut, 1 le niveau le plus bas. 5 c'est vraiment critique, c'est indispensable que je travaille pour cette partie intéressée et que je prenne en compte ces exigences. Donc les exigences, je les ai identifiées de cette manière-là. Et ensuite, derrière, je me pose aussi la question, est-ce qu'il y a une obligation de conformité? Alors, conformité, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou également conformité par rapport, dans le cadre d'un client, par rapport à un cahier des charges. Ici, je définis si je dois mettre une surveillance en place derrière. Et enfin, de quelle manière je vais effectuer cette surveillance-là. Donc, avec différents aspects. Donc, c'est une grille qui généralement est construite donc, au début du système et qu'on va essayer de passer en revue une fois par an, généralement en amont de la revue de direction, pour s'assurer qu'on est toujours en phase, qu'on respecte bien nos différentes exigences et qu'on répond bien aux différentes attentes de nos parties intéressées. Bien sûr, ça il y aura ce poids au moment de la revue de direction, mais il va y avoir un certain nombre d'intermédiaires en courant d'année, parce qu'on va quand même se poser la question si on mène bien les différentes actions. On ne va pas attendre la revue de direction, par exemple, pour transmettre des contrôles réglementaires qu'on doit transmettre tous les 3 mois. Mais la revue de direction permettra de faire ce bilan-là. Voilà. Alors, j'ai une question de Caroline qui nous demande, est-ce que vous prenez la même grille en qualité, sécurité et environnement, ou plutôt un fichier par norme pour les parties intéressées? Alors là, dans ce cas-là, elle est pour toutes les 3 normes. Le cas présent là, non, le cas présent là était sécurité environnement. Mais généralement, si je suis sur un système QSE, je vais prendre les 3. Je vais créer un document unique. Parce que finalement, bon, après, mes parties intéressées seront quand même plus ou moins les mêmes. Le client sera toujours présent, mes administrations sont toujours présentes. Ce qu'il y a, c'est qu'on va on va relever l'impact en fonction des normes qu'on prendra en compte. Mais les autres éléments seront présents de la même manière. Ok, merci. Donc voilà pour les parties intéressées. Donc j'enchaîne sur la partie aspects environnementaux. Donc sur les aspects environnementaux, voilà un petit rappel. Donc on est sur la 14001. On cherche à identifier donc les aspects environnementaux, donc toutes les activités, tous les éléments qui peuvent être à l'origine d'un impact environnemental. Donc c'est identifié au travers d'une grille d'analyse. Donc simplement avant ça, juste un petit rappel, une petite définition. Simplement la différence entre l'aspect et l'impact. L'aspect, c'est la cause, l'impact, c'est l'effet. Là, je vous ai donné un exemple ou quelques exemples. L'aspect, par exemple, ça peut être un déversement accidentel de réactifs et l'impact va être la pollution de l'eau et du sol. L'aspect sera la consommation d'électricité et l'impact sera l'épuisement des ressources naturelles.
Dans cette démarche-là, ce qu'on va chercher à identifier, c'est à la fois les risques et opportunités qui peuvent être liés à des impacts environnementaux négatifs, mais également à des impacts environnementaux bénéfiques. Donc voilà. Si je prends simplement la démarche et la méthodologie pour mettre ça en œuvre, on part de notre action, de notre activité. On identifie les différents aspects environnementaux, donc par rapport aux déchets, par rapport au bruit, par rapport à l'air. On définit les impacts environnementaux. On fait toujours une petite grille d'évaluation. Donc là, j'ai repris la même grille finalement que celle que j'utilisais pour les risques opportunités, parce que fondamentalement, on est quand même sur des critères assez similaires. On y rajoute également les éléments de maîtrise, la sensibilité du milieu, et puis au final, on va avoir une cartographie, on va avoir une priorisation de nos actions qui nous permettra de définir encore une fois des actions à mener, par exemple améliorer le tri des déchets, réduire les émissions de CO2 en fonction de la priorisation qu'on aura décidée. C'était simplement juste un petit point rapide sur cette démarche, sans rentrer dans le détail de la réalisation de cette analyse environnementale. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là? Non, on va pouvoir continuer alors. Donc après, on a de manière assez similaire le même questionnement pour la santé-sécurité au travail. Alors la norme, elle est un peu là par contre entre la 14001 et la 45001, il y a un niveau de détail qui a été rajouté qui n'était pas présent. Alors c'est lié aussi au temps de production de la norme 14001 qui a été fait en 2015 et la 45001 en 2018. Donc il y a eu un temps de maturation et de réflexion, et donc avec un besoin de repréciser un certain nombre de choses. Donc là où sur la 14001, on a une exigence unique, sur la 45001, on est beaucoup plus détaillé. On parle déjà d'identification des dangers. Ensuite, on parle de l'évaluation des risques pour la santé et sécurité au travail en lien avec le danger, mais également les autres risques liés au système de management. Donc on reprend un petit peu la hauteur, et c'est la hauteur qu'on pouvait trouver au niveau du contexte. Donc cette notion, elle est réintroduite ici. Et puis il y a également un autre point qui est beaucoup plus précis ici, c'est qu'on évalue aussi les opportunités. Donc on doit bien prendre en compte toutes les opportunités, et le but, c'est de les prioriser dans notre système. Donc un petit rappel aussi rapide entre la différence entre un danger et un risque. Donc le danger, sur l'image avec le requin, le danger, c'est le requin qui nage dans la mer. Donc il y a un danger par rapport à ce requin-là. Le risque, c'est quand je vais commencer à vouloir nager à côté de lui. Généralement, il est difficile d'agir sur le danger parce que le danger, il est présent dans l'entreprise. Alors bien sûr, il y a toujours la possibilité d'éliminer le danger parce qu'on va changer de process, parce que là où on utilise aujourd'hui un produit chimique, demain on utilisera un produit qui n'aura aucun risque aucun risque pour la santé. Mais généralement, on va quand même confronter l'individu, et donc c'est là qu'on mettra en place toutes les protections nécessaires. Dans ce cas-là, si on veut nager, on va peut-être imaginer se mettre à l'intérieur d'une grille métallique, et puis on nagera à côté de notre requin. Ça va pas être facile, mais c'est un petit peu l'idée derrière cette notion de risque et de danger. Donc, pour reprendre et revenir au niveau de l'exigence de ce chapitre-là, donc finalement, on a vraiment les deux niveaux. Il y a le niveau qu'on va dire document unique, donc le classique, on identifie nos dangers, on évalue nos risques liés à ces dangers. À l'intérieur de ça, on identifie les opportunités d'amélioration, et derrière, on définit les actions pour traiter nos opportunités. Et donc, on a bien ce deuxième niveau, qui est le niveau qu'on remonte au niveau du système de management, qui va reprendre des éléments du contexte, qui peut reprendre également des éléments de sortie de la revue de direction. Donc on est sur une vision un peu plus large, plus dans l'organisation du système. Par exemple, là, je vous ai cité quelques exemples d'opportunités.
intégrer les exigences santé-sécurité au niveau de la conception de nos équipements, donc au tout début du cycle de vie des équipements. Donc, c'est se poser des questions en matière d'ergonomie, par exemple. L'utilisation de nouvelles technologies, qui sera, encore une fois, identifiée ailleurs que dans le document unique. Améliorer la culture sécurité, par exemple en encourageant la remontée des situations dangereuses. Et travailler également sur le processus d'analyse des événements indésirables, donc d'être capable d'être plus réactif, de mieux prendre en compte, de mieux analyser ces événements-là pour identifier de nouvelles opportunités. Ah, voilà. Voilà pour cette partie donc côté risque côté environnementaux et risque côté santé-sécurité au travail. Alors, il y a une question justement sur la partie analyse environnementale. Donc, on nous demande si on doit intégrer le cycle de vie dans l'analyse environnementale. Alors oui, c'est une exigence alors c'est intégrer le cycle de vie. Alors il y a toujours il faut être vigilant par rapport à ce point-là. Il faut tenir compte quand on identifie les risques en matière d'environnement, des impacts potentiels que peut avoir notre fabrication du produit en amont ou en aval de l'activité. Historiquement, la 14001, on va prendre le cas d'une usine, ce qui est le cas le plus courant d'une industrie. Avant, on regardait l'impact, je produis quelque chose et je regarde, est-ce qu'au moment où je produis, est-ce que j'ai une pollution atmosphérique, est-ce que je génère des déchets? Mais on s'intéressait uniquement à ce qui se passe dans le périmètre immédiat du site ou légèrement élargi au niveau des riverains. Là, on va également se poser la question de ce qui se passe, par exemple, en matière de transport pour acheminer mes matières premières, également de gestion de mes déchets en aval. Donc, on va élargir un petit peu le scope et pas rester juste focalisé au niveau de notre site ou de notre usine. Donc, on va se poser d'autres questions. Alors, c'est là aussi où la notion de maîtrise ou d'influence est importante, parce que souvent, ce qui se passe en amont, en aval, on n'a pas réellement la maîtrise, parce que, c'est, par exemple, le centre de traitement de déchets ne nous appartient pas. Par contre, on a de l'influence dans la mesure où on peut choisir déjà où est-ce qu'on va envoyer nos déchets, mais d'autre part, on peut aussi inciter le centre de traitement de déchets à traiter nos déchets d'une certaine manière. Alors peut-être qu'on va devoir y mettre le prix, ça aura peut-être d'autres conséquences, mais c'est là où on va jouer sur l'influence. Et c'est sûr et certain que pour une entreprise qui est mature en matière d'impact environnement au niveau de son site, donc ceux qui sont engagés depuis très longtemps dans des démarches environnementales, ce point-là est très intéressant parce que ça permet de créer de nouvelles opportunités. On va travailler sur d'autres aspects que ceux sur lesquels on avait l'habitude de travailler. On peut évoquer aussi l'exemple de certains de nos clients qui ont commencé à travailler sur leur chaîne d'approvisionnement pour éviter, d'une part, les pénuries et également, effectivement, limiter le temps de transport, quoi. Voilà, je continue. Oui. Donc, obligation de conformité, donc c'est le dernier élément finalement qui rentre dans cette partie des risques et opportunités. Donc, voilà un petit rappel simplement de comment généralement on traite ces obligations de conformité. On définit une veille, on met en place une veille avec différents moyens, différents outils. On évalue la conformité, alors déjà l'applicabilité et ensuite la conformité aux exigences réglementaires. On va avoir un programme de mise en conformité qui correspond à des actions qu'on va mettre en œuvre pour atteindre cette conformité. D'un point de vue, alors en termes si je reviens au niveau des risques et opportunités, ces obligations de conformité peuvent créer des risques et opportunités. Par exemple, un défaut, une absence de conformité peut nuire à la réputation de l'organisme. C'est sûr et certain que ça peut être, effectivement, c'est des éléments qui peuvent être connus, donc qui peuvent être médiatisés et donc agir sur la réputation de l'organisme. À l'inverse, des performances supérieures aux obligations de conformité peuvent devenir une vraie opportunité
et agir sur la réputation de l'organisme, parce que de la même manière, on peut également médiatiser d'excellentes performances en matière d'environnement notamment. Hop. Et donc, pour finir, tous ces éléments-là, tous les éléments qu'on a vus, contribuent à une seule exigence, et à cette exigence-là qu'on a identifiée dès le départ, c'est les actions à mettre en face aux risques et opportunités. Donc là, on a une liste exhaustive de tous les risques et opportunités qui viennent du contexte, des parties intéressées, de nos aspects environnementaux, de nos dangers et de nos obligations de conformité. Et donc, finalement, ça va nous permettre de définir notre plan d'action. Et au-delà du plan d'action, ça va nous permettre de définir nos objectifs, notre programme. Donc un programme qu'on pourra établir sur plusieurs années pour répondre à ces différents points. Également un plan d'action à un niveau plus fin, avec un certain nombre de petites actions qu'on pourra mettre en œuvre en lien avec notre programme, notre politique, nos objectifs, notre stratégie. Donc tous ces éléments-là auront contribué à construire tout ça. Donc généralement, pour construire un programme, on attend quand même d'avoir passé en revue ces différents éléments-là, ou au moins d'avoir identifié les grands items avant de pouvoir définir un programme qui réponde à l'ensemble de ces éléments-là. Ce qui fait que cette partie action, risque et opportunité est positionnée quand même, si on reprend le premier schéma de la norme, la grille, on est quand même positionné assez loin dans le système. Donc on est vraiment au niveau du système au moment où finalement on va commencer à mettre en œuvre les actions. Ça veut dire qu'il faut une vraie cohérence entre la SWOT, l'analyse environnementale et l'évaluation des risques professionnels et plus pour à intégrer dans ce plan d'action. C'est bien ça? C'est ça. L'idée, c'est d'avoir effectivement l'ensemble de ces éléments-là, d'avoir identifié ces différents éléments et pour, d'une certaine manière, ne pas oublier certains éléments. Il n'y aura rien d'autre qui se rajoutera après ça. Alors s'il va y avoir l'amélioration continue qui contribuera avec les audits internes, les audits externes, les éléments de sortie de la revue de direction, tous les éléments du quotidien vont contribuer à améliorer ça. Mais pour construire un programme cohérent, on aura besoin d'avoir cette vision-là. Merci. Voilà, il me semble que je suis au bout de ma présentation. Voilà. Eh ben, c'est parfait, ça va nous laisser le temps de répondre à toutes les questions qui pourraient demeurer. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour la présentation. Et maintenant, on peut ouvrir les micros, on peut commencer à discuter. On est là pour vous et je vous remercie pour votre participation.